Alors bienvenue dans ce premier chapitre où nous allons parler de l'installation de WordPress. Donc pour installer WordPress, par défaut ce que l'on fait c'est qu'on télécharge le zip, on va le déplacer quelque part, on le dézip et ensuite on fait la partie configuration. Donc il faut savoir qu'il existe d'autres manières d'installer WordPress, notamment en utilisant Composer. Alors on peut se demander pourquoi aller utiliser un outil comme ça, est-ce que finalement c'est pas plus compliqué? Donc Composer va offrir plusieurs choses qui sont intéressantes. Premièrement, on va pouvoir gérer WordPress comme une dépendance de notre projet, ce qui fait que lorsqu'on a besoin de le réinstaller, il suffit juste de taper une petite commande. Donc ça permet de ne pas avoir à versionner WordPress. L'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir contrôler la version qui est installée. Donc si on sait que notre site fonctionne dans une certaine version, on peut contrôler les mises à jour. Aussi, lorsque l'on va verrouiller les permissions pour des raisons de sécurité, on va vouloir peut-être désactiver les mises à jour de WordPress via le back-office. Et dans ce cas-là, on va pouvoir mettre à jour WordPress via Composer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir installer les plugins de la même manière et contrôler leur version pour pouvoir assurer des mises à jour qui sont un petit peu plus fluides. Et enfin, dernier point, c'est que vu qu'on utilise Composer, on va pouvoir utiliser toutes les librairies que l'on a l'habitude d'utiliser avec d'autres projets. Alors, on va faire un exemple ici. Il existe plusieurs outils qui vous permettent d'installer WordPress via Composer. Les deux principaux que j'ai été amené à utiliser sont Bedrock et WordPlate. WordPlate, j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo dessus, donc on va plutôt utiliser Bedrock dans cette vidéo. Mais rapidement, pour vous expliquer les principales différences, Bedrock va proposer par défaut une configuration par environnement, ce qui est intéressant pour pouvoir faire ou défaire des choses suivant les environnements, et il va proposer une structure qui est un petit peu plus profonde, on va dire. Et WordPlate, lui, propose une structure qui est un petit peu plus à plat, et par défaut, il va avoir comme avantage de gérer notamment la partie Assets avec une configuration utilisant Webpack. Donc si vous voulez travailler rapidement sur un thème, c'est vrai que vous n'avez pas de configuration à faire à ce niveau-là. Là où Bedrock, il faudra installer un thème ou un starter pour pouvoir commencer. Après, WordPlate ne propose pas ce système de configuration par environnement, il faudra coder un truc un petit peu maison si vous voulez mettre ça en place. Donc si vous êtes intéressé, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder cette vidéo et la vidéo sur WordPlate et de vous faire votre propre opinion. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire cette installation-là, donc on va utiliser cette commande-là, donc on va faire un coup de Composer Create Project, on choisit roots/bedrock et on va choisir un nom à notre projet. Donc moi, je vais tout simplement l'appeler Demo WordPress. Donc par défaut, si on regarde les différentes dépendances qu'il va installer Bedrock, il va installer WordPress Core Installer, il va installer surtout cette dépendance-là. Donc cette dépendance, en fait, c'est tout simplement une version composerifiée de WordPress. Donc on voit qu'il installe la version 5.4, mais si WordPress se met à jour, vous pouvez mettre à jour cette dépendance et automatiquement ça mettra à jour votre configuration. Aussi, il installe cette dépendance-là qui est intéressante, qui va venir remplacer le système de chiffrage de mot de passe de WordPress, qui n'est pas forcément tip-top en termes de sécurité, par Bcrypt, qui est beaucoup plus solide. Et après, vous avez d'autres dépendances qui permettent notamment de lire les variables d'environnement, et ça, c'est des dépendances de développement. Donc tout de suite, je vais ouvrir ça avec mon éditeur, donc je vais utiliser ici Visual Studio Code. Et on va analyser la structure ensemble. Donc on voit déjà que c'est une structure qui est un petit peu différente de celle que l'on avait vue dans l'installation de WordPress classique. Donc par défaut, on a un dossier config qui va contenir la configuration par environnement. Donc on voit que par exemple dans la phase de développement, ils vont désactiver, activer plutôt le debug, sauvegarder les différentes requêtes, activer certaines choses. Donc vous pouvez désactiver les révisions, ce genre de choses. Alors que dans la phase de staging ou de production, on va activer des choses comme par exemple le cache, ce genre de choses. Ensuite, on a le dossier vendor, qui est le dossier des dépendances de Composer. On a le dossier web qui servira finalement de nouvelle racine. C'est vers ce dossier-là qu'il faudra faire pointer la racine de notre serveur web, Apache ou Nginx. À l'intérieur, on a le dossier WP qui est une installation WordPress de classique. Et on a le dossier app qui va contenir nos fichiers pour notre application. Donc c'est là que l'on mettra nos thèmes, nos plugins et les plugins que l'on veut activer par défaut. Et c'est là aussi qu'arriveront les dossiers uploadés. Ensuite, à la racine, on a aussi un fichier .env qui va contenir les variables d'environnement qui vont permettre de faire fonctionner notre thème WordPress. Donc plutôt que d'avoir ça dans le fichier wp-config, on va plutôt utiliser des variables d'environnement ou ce fichier .env. Et après, on a le reste, donc là, pas forcément grand-chose à dire à ce niveau-là. Ce qui est très sympa déjà avec cette structure-là, c'est que c'est facilement versionnable. Donc si vous utilisez Git par exemple, donc on va l'initialiser ici sur ce projet-là, automatiquement il ne va versionner que les fichiers qui sont propres à votre application. Il ne va pas versionner tout ce qui est WordPress, tout ce qui est thème par défaut de WordPress, plugin par défaut de WordPress, tout ça ne sera pas versionné. Donc c'est très intéressant avec cette structure-là parce que vous pouvez commencer beaucoup plus rapidement à travailler dessus.
Donc juste pour essayer, on va configurer un petit peu les variables d'environnement. Donc notre base de données va s'appeler WordPress, le login sera root, le mot de passe sera root. Ça on l'enlève. Voilà, ça on l'enlève. Par défaut, on va dire qu'on est dans la configuration de développement. Ensuite, on peut préciser le nom de domaine. Donc ça, c'est intéressant parce que il va utiliser cette variable-là plutôt que d'utiliser la partie WP Options, ce qui fait que si vous changez votre nom de domaine en cours de développement, ça va fonctionner beaucoup plus simplement. Bon, il faudra quand même faire des adaptations au niveau de la base de données, mais c'est très intéressant parce que vous n'avez pas forcément la configuration qui va être en dur. Donc moi, je vais mettre localhost 2.8000 parce que je vais le faire fonctionner sur mon serveur interne de PHP. Ensuite, vous avez ici les clés de salage. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de gérer le salage pour les cookies et d'autres choses. Donc il vous suffit simplement de vous rendre sur l'URL et à chaque fois que vous chargez cette URL, ça charge de nouvelles variables. Donc ça génère aléatoirement les choses que vous devez mettre ici. Donc une fois que l'on est bon, on va pouvoir se rendre dans le terminal et lancer notre serveur de développement. Donc attention à bien pointer dans le dossier web, sinon ça ne fonctionnera pas. Au niveau de mon navigateur, je vais me rendre sur localhost 2.8000 et automatiquement, je suis accueilli sur la page d'installation de WordPress. Il me dit ici qu'il ne connaît pas la base de données WordPress parce qu'elle n'existe pas. Donc je vais tout de suite la créer. Alors je vais le faire en ligne de commande parce que c'est un petit peu plus rapide. Et il va me proposer de configurer mon WordPress. Donc je vais choisir du français. Donc là c'est l'étape classique on va dire. Donc on va mettre des mots admin et admin, on va confirmer les informations, on va mettre un email bidon, et on est bon. Et une fois que c'est fait, WordPress va s'installer et il me proposera de me connecter à l'administration. Donc je clique ici sur me connecter et je rentre admin et admin, parce que c'est ce que j'ai demandé comme mot de passe, et je suis sur l'administration. Donc on voit que la principale différence que l'on a avec un WordPress classique, c'est finalement que tout va se situer dans le dossier WP. Donc tout ce qui est accessible via l'administration, c'est WP / quelque chose. Par contre, toutes les URL au niveau de la page d'accueil, elles restent complètement inchangées. Donc le principal intérêt que l'on va avoir avec cette installation-là, c'est que si on le souhaite, on peut utiliser des dépendances de PHP. Par exemple, si je vais dans ma partie configuration, ou plutôt aller on va dans la partie web app plugin, on va prendre ce plugin-là et j'ai envie d'utiliser par exemple la fonction debugger que j'aime bien de Symfony. Donc j'aime bien faire un DD et regarder un petit peu à quoi ressemble une variable par exemple. Là par défaut, ça ne va pas fonctionner parce qu'il va me dire effectivement qu'il ne connaît pas cette fonction. Mais ce que je peux faire, c'est installer des dépendances comme je le ferais sur n'importe quel projet PHP classique. Donc, je fais un composer require -dev et on va installer Symfony /var-dumper. Voilà, et on va vraiment mettre ça comme dépendance de développement parce qu'on n'en aura pas besoin en production. Et maintenant, si je me rends sur le site et que je réactualise, j'ai mon joli debugger. Donc l'intérêt ici, c'est que l'on va pouvoir utiliser toutes les dépendances que l'on a l'habitude d'utiliser sur n'importe quel autre projet PHP avec notre système WordPress. Et c'est ça qui est intéressant ici. L'autre chose, comme je vous disais, c'était que WordPress était géré comme une dépendance au niveau de notre projet. Donc au niveau de notre fichier composer.json, si demain on a envie de faire une mise à jour de WordPress, il nous suffit de faire un coup de composer update et de mettre à jour cette dépendance. Et si jamais on passe à la version 6, il faudra par contre changer cette version-là. Autre petit détail intéressant, c'est qu'on a par défaut un autre repository qui est rajouté au niveau du fichier composer, qui est le fichier WP Packagist. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est tout simplement un système de dépôt qui va permettre d'installer les plugins WordPress via Composer. Donc si on prend un exemple concret, on va chercher WP Migrate DB par exemple. Donc ce plugin, il s'appelle comme ça. Il a une dépendance, une version qui est installable via Composer, ici. Et vous avez le système de version qui correspond aux versions qui sont publiées au niveau de wordpress.org. Donc par exemple, si je souhaite installer WP Migrate DB, il me suffit de faire un coup de Composer, require. Je vais mettre ensuite WP Packagist-plugin et je vais mettre / le nom du plugin que je souhaite installer. Le nom, c'est ce qui correspond systématiquement à ce que l'on a dans l'URL au niveau des plugins WordPress. Donc ça, c'est très intéressant pour deux raisons. D'une part, parce que ça vous permet d'installer les plugins via Composer et forcément de ne pas les versionner, donc ça c'est intéressant. Et d'autre part, ça vous permet aussi de contrôler les versions que vous avez d'installer. Donc si quelqu'un réinstalle le projet, il sait que votre projet fonctionnait avec une version spécifique du plugin.
Et si les plugins respectent le versionning sémantique, vous savez que vous pouvez mettre à jour sans forcément risquer de problèmes en termes de stabilité. Là, au niveau de l'installation, ça a mis notre plugin dans le dossier app et ensuite dans le dossier plugins. Et on voit qu'on a WP Migrate DB. Et il est bloqué à la version 1.0. Donc vous pouvez faire des mises à jour de vos dépendances et de vos plugins directement via Composer. Et c'est ça qui est super intéressant. Par contre, attention, malgré son installation, il n'est pas activé par défaut. Là, il faudra se rendre dans la partie administration, aller dans la partie extension pour venir activer notre extension. Si je veux supprimer cette extension, il me suffit de faire un Composer Remove et je vais aller supprimer cette dépendance. Et automatiquement, il va la supprimer le plugin et il n'apparaîtra plus. Donc ça vous permet de gérer les plugins comme des dépendances comme vous le feriez finalement avec un framework et c'est ça qui est intéressant avec ce type d'installation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à une installation classique, vu que vous avez un dossier web qui sert de racine web, tout ce qui est dépendance PHP, qui peut contenir effectivement des failles de sécurité, va se situer un niveau au-dessus et ne sera pas forcément accessible par le web, et ça, c'est très pratique en termes de sécurité. Après, malheureusement, effectivement, WordPress en entier est quand même accessible, il n'y a pas le choix pour son fonctionnement, mais au moins les dépendances sont un niveau au-dessus et c'est un petit peu plus sécurisant à ce niveau-là que d'avoir un dossier vendor qui se trouve dans un thème ou dans un plugin qui est accessible publiquement. Donc voilà pour l'utilisation de ce type d'outil. Mais il faut savoir que WordPlate est un outil qui propose de faire exactement la même chose avec une structure qui est légèrement différente, mais vous avez les mêmes outils. Vous avez WPackagist qui est installé par défaut et vous avez cet auto-chargement de Composer qui est fait aussi par défaut. Donc voilà pour cette petite présentation et je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant.